Les néons de la salle 4B bourdonnaient comme des guêpes en colère. Cela faisait 20 minutes que je les fixais, essayant de garder mon calme pendant que l'avocat de ma femme faisait tout un spectacle en examinant mes vêtements. Madame la présidente, je voudrais verser au dossier la pièce numéro 14, les 3 dernières fiches de paie de Monsieur Dubois provenant de son emploi chez. Voyons voir. Il feuilleta ses papiers avec une lenteur exagérée. Ah, oui. Garage Hubert. 1790 € par mois avant impôt. Il laissa ce chiffre flotter dans l'air comme une mauvaise odeur. Ma cliente, Jessica Dubois, gagne actuellement 13 300 € par mois en tant que directrice marketing senior chez Prestige Communication. Leur fille Emma fréquente l'école internationale de Saint-Cloud. Frais de scolarité annuels, 35 000 €. Le revenu annuel de Monsieur Dubois ne couvrirait même pas la moitié de cette somme. J'étais assis au banc de la Défense dans ma chemise bleue de chez Carrefour 11,99 € en solde et je ne disais rien. Mon avocat, un jeune commis d'office nommé Michel Santos, qui m'avait été assigné il y a 3 semaines, remua, mal à l'aise sur sa chaise. Madame la présidente, poursuivit l'avocat de Jessica, nous ne demandons rien de déraisonnable. La garde principale pour ma cliente, un droit de visite surveillé pour Monsieur Dubois 2 fois par mois, et une pension alimentaire calculée selon le barème standard de ses revenus. Il fit une pause pour les faits. Ce qui, compte tenu de sa situation financière, s'élèverait à environ 390 € par mois. Quelqu'un dans le public ricana. Je ne me retournai pas. Je savais que c'était Diane, la mère de Jessica, une femme qui avait passé les 9 dernières années à me rappeler que sa fille s'était mariée en dessous de sa condition. Monsieur Dubois. Je levai les yeux. La juge Patricia Véron m'étudiait par-dessus ses lunettes de lecture. La cinquantaine, cheveux argentés tirés en un chignon serré, le genre de visage qui avait vu toutes les ruses possibles et n'était impressionné par aucune d'elles. Oui, Madame la présidente. Vous avez été très silencieux pendant cette procédure. Avez-vous quelque chose à dire en réponse à la description de votre situation financière par la partie adverse? Je jetai un coup d'œil à Michel. Il me fit un petit signe de tête. Nous en avions discuté. Non, Madame la présidente, pas pour le moment. L'avocat de Jessica rit. Il rit vraiment, là, en pleine audience. Madame la présidente, je pense que le silence de Monsieur Dubois en dit long. Il sait qu'il ne peut pas subvenir aux besoins de sa fille. Il sait. Maître Harel. La voix de la juge Véron trancha comme une lame. Je n'ai pas demandé votre commentaire. J'ai posé une question à Monsieur Dubois, et il y a répondu. Harel et Grégoire Harel, associés chez Morrison et Harel, 600 € de leur eut l'élégance de paraître légèrement réprimandés. Mes excuses, Madame la présidente. La juge Véron mélangea quelques papiers. Avant de procéder aux plaidoiries finales, je dois confirmer certains détails pour le dossier. Elle me regarda à nouveau. Monsieur Dubois, veuillez décliner votre nom légal complet. Je pris une inspiration. C'était le moment. Vincent Thomas Dubois. Le nom résonna dans le tribunal silencieux. Le stylo de la juge Véron s'arrêta. Elle leva lentement les yeux vers moi, et je vis la couleur quitter son visage comme l'eau d'un évier qui se vide. Je vous demande pardon, dit-elle, sa voix soudain prudente. Pourriez-vous répéter? Vincent Thomas Dubois, Madame la présidente. Elle me fixa pendant un long moment. Puis elle se tourna vers sa greffière, une jeune femme aux cheveux roux et aux mains nerveuses, et chuchota quelque chose que je ne pus entendre. Les yeux de la greffière s'agrandirent. Elle se leva si vite que sa chaise racla le sol, puis elle se précipita vers la porte derrière le bureau du juge, ses talons claquant frénétiquement. Grégoire Harel fronça les sourcils. Madame la présidente, y a-t-il un problème? La juge Véron ne répondit pas. Elle me regardait toujours, mais son expression s'était complètement transformée. L'autorité froide avait disparu. À sa place, il y avait quelque chose que je n'avais pas vu diriger vers moi depuis très longtemps. De la peur. Jessica se pencha vers son avocat, chuchotant avec urgence. Je saisis des fragments. Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi a-t-elle réagi comme ça? La porte latérale s'ouvrit. 2 hommes entrèrent dans la salle d'audience. Ils portaient des costumes sombres et se déplaçaient avec l'efficacité rodée de ceux qui font ça tous les jours.
des officiers de la brigade financière. Je reconnus les insignes à leur ceinture. Ils marchèrent directement vers la table des plaignants et vers Jessica. « Jessica Marie Dubois », dit le premier officier. Ma femme, bientôt ex-femme, leva les yeux vers eux avec confusion. « Oui. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je suis au milieu d'une audience de garde d'enfants. » L'officier sortit un document. « Madame Dubois, vous êtes en état d'arrestation pour association de malfaiteurs en vue de commettre une escroquerie, détournement de fonds publics et entrave à la justice. » La salle d'audience explosa. Jessica hurla. Elle hurla vraiment. Ce son primal de choc et de déni qui rebondit sur les murs lambrissés. Quoi ? Non. C'est insensé. Je n'ai rien fait. Grégoire Harel était debout. C'est scandaleux. Madame la présidente, ma cliente est au milieu d'une procédure judiciaire. Quoi que ce soit, cela peut attendre. Cela ne peut pas attendre, maître. Le second officier passait déjà derrière Jessica, les menottes accrochant la lumière fluorescente. Ce mandat a été signé par un juge d'instruction il y a 2 heures. Votre cliente a le droit de garder le silence. Tout ce qu'elle dira pourra être et sera retenu contre elle devant un tribunal. Vincent. Les yeux de Jessica trouvèrent les miens à travers le chaos. Le mascara coulait déjà sur ses joues, son maquillage soigneusement appliqué se dissolvant sous le poids de sa panique. Vincent, qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as fait ? Je ne répondis pas. Je restais simplement assis là dans ma chemise Carrefour à 11,99 € et je regardais la femme qui avait passé les 18 derniers mois à me dire que je ne valais rien se faire traîner hors d'un tribunal, menotter. Je m'appelle Vincent Dubois. La plupart des gens m'appellent Vince. Il y a 3 ans, j'étais enquêteur principal pour Tracfin, la cellule du ministère de l'économie chargée de la lutte contre les circuits financiers clandestins. J'avais une habilitation de sécurité, un salaire à 6 chiffres et accès à des informations qui pouvaient faire tomber des entreprises et emprisonner des cadres dirigeants. Puis j'ai tout abandonné, je me suis éloigné de tout, je suis devenu mécanicien dans un petit garage des Yvelines. Pas parce que j'y étais obligé, mais parce que je chassais quelque chose. Quelqu'un. Et aujourd'hui, après 1027 jours à jouer à l'imbécile, à laisser ma femme et sa famille croire que je n'étais rien, à endurer chaque insulte et humiliation qu'ils pouvaient me lancer. Aujourd'hui, le piège s'est enfin refermé. Laissez-moi vous ramener là où tout a vraiment commencé. Septembre 2021. J'étais au sommet de ma carrière. 15 ans chez Tracfin, promu enquêteur principal à la division des crimes financiers complexes. Mon travail consistait à traquer l'argent, à suivre les fils de la fraude, des détournements de fonds et de la corruption à travers des sociétés écrans et des comptes offshore. J'étais bon, plus que bon. J'avais aidé à monter des dossiers qui avaient mis 3 gestionnaires de fonds spéculatifs, un sénateur et le directeur financier d'une entreprise du CAC 40 derrière les barreaux. Jessica et moi étions mariés depuis 6 ans à ce moment-là. Nous nous étions rencontrés lors d'un événement caritatif à Paris. Elle travaillait dans les relations publiques pour une association à but non lucratif. J'étais là pour représenter le ministère de l'économie à une fonction interagence. Elle était belle, confiante, le genre de femme qui donnait l'impression que chaque pièce devenait plus petite rien qu'en y entrant. Emma est arrivée 2 ans après le mariage. Le jour de sa naissance, je l'ai tenue dans mes bras et j'ai pleuré. Ce petit être humain parfait, moitié moi et moitié la femme que j'aimais. J'ai juré de la protéger pour toujours. Pendant 4 ans, j'ai cru que nous étions heureux. J'avais tort. Le premier signe aurait dû être le changement d'emploi. Jessica a quitté son poste à l'association pour Prestige Communication, une agence de marketing, boutique, qui payait presque le triple de son salaire précédent. Le PDG, un homme nommé Richard Leroy, l'avait recruté personnellement. C'est une opportunité incroyable, m'a-t-elle dit au dîner. Richard pense que j'ai un potentiel de cadre dirigeant. Il veut me mentorer. J'étais heureux pour elle, fier même, ma femme, l'étoile montante. Je n'ai pas remarqué les soirées tardives au début. Mes propres horaires étaient imprévisibles. Les crimes financiers ne suivent pas un horaire de 9h à 17h. Quand Jessica a commencé à rentrer à 22h, 23h, parfois minuit, j'ai supposé qu'elle travaillait simplement dur. Je n'ai pas non plus remarqué les nouveaux vêtements. Pas vraiment. Elle avait toujours aimé les belles choses et maintenant elle pouvait se les offrir.
Les sacs à main de créateurs, les chaussures coûteuses. Je me disais qu'elle se faisait plaisir. Ce que j'ai remarqué, c'est la distance. Nous avons cessé de parler de nos journées, cessé de dîner ensemble, cessé tout ce qui faisait de nous des partenaires. Emma est devenue le seul fil nous reliant. Nous orbitions autour d'elle comme deux planètes ayant oublié qu'elles étaient censées partager le même soleil. Tu imagines des choses, a dit Jessica quand j'ai essayé d'aborder le sujet. Je suis juste stressé. Le travail est exigeant. On ne se voit presque plus. Alors peut-être que tu devrais faire moins d'heures au lieu de me reprocher d'en faire plus. Les disputes ont commencé après ça. Des petites au début, puis des plus grosses. Chaque conversation devenait un champ de bataille. Chaque question que je posais était une tentative de contrôle. Chaque inquiétude que je soulevais était de la paranoïa. En octobre 2021, je suis rentré plus tôt d'une conférence à New York. Mon vol avait été annulé à cause de la météo, et j'avais réussi à en prendre un plus tôt. J'ai trouvé Jessica dans notre chambre avec Richard Leroy. Le cliché de la situation m'a presque fait rire. Le mari qui rentre à l'improviste. La femme qui se précipite sur ses vêtements. L'autre homme, lisse, aux cheveux argentés, empestant l'eau de Cologne coûteuse, essayant de garder sa dignité tout en boutonnant sa chemise. Vince, ce n'est pas. Ce n'est pas ce que tu crois. C'est exactement ce que je crois, Jessica. Richard Leroy s'avança, les mains levées comme s'il calmait un animal sauvage. Vincent, prenons tous une grande respiration. Ces choses arrivent. Entre adultes, nous pouvons discuter de cela. Rationnellement. Je l'ai regardé, vraiment regardé. Je faisais ce métier depuis 15 ans. Je savais lire les gens, leurs micro-expressions, leurs tics, les mouvements minuscules qui révélaient ce qu'ils pensaient vraiment. Et à ce moment-là, en regardant Richard Leroy, j'ai vu quelque chose qui allait au-delà du simple adultère. De l'arrogance, la certitude absolue qu'il était intouchable. Sortez de chez moi, dis-je doucement. Voyons, Vincent. Sortez de chez moi avant que je ne vous jette dehors. Il partit. Jessica le suivit jusqu'à la porte, chuchotant quelque chose que je ne pus entendre. Quand elle revint, son expression avait changé. La culpabilité était toujours là, mais en dessous, il y avait quelque chose de plus dur, quelque chose de calculé. Je veux divorcer, dit-elle. D'accord. Elle cligna des yeux. Elle s'attendait à ce que je me batte, à ce que je supplie, à ce que je lui donne un levier. D'accord, c'est tout ce que tu as à dire? Qu'est-ce que tu veux que je dise, Jessica? Tu as couché avec ton patron. Notre mariage est fini. Elle croisa les bras. Je veux la maison. Je veux la garde principale d'Emma. Et je veux que tu comprennes que Richard a de très bons avocats. Je suis sûr qu'il en a. Tu ne vas pas te battre là-dessus? J'ai pensé à Emma, à la vie que nous avions construite, à toutes les heures passées loin de la maison à chasser des criminels, pensant faire une différence. Et j'ai pensé au visage de Richard Leroy. Cette confiance absolue. Quelque chose a fait clic dans mon cerveau d'enquêteur, un motif que j'avais déjà vu dans des dizaines de dossiers. Non, dis-je lentement. Je ne vais pas me battre contre toi. Pas encore, du moins. Cette nuit-là, après que Jessica soit partie dormir chez une amie, presque certainement dans le pantouse de Richard, je me suis assis dans mon bureau à la maison et j'ai commencé à creuser. Prestige Communication m'avait toujours semblé étrange. Une petite agence de marketing qui décrochait on ne sait comment des contrats avec de grandes entreprises et des agences gouvernementales. Un PDG qui vivait comme un milliardaire bien qu'il dirigeât une entreprise de seulement 40 employés. Une liste de clients qui comprenait des entreprises de défense, des compagnies pharmaceutiques et 3 ministères différents. Il m'a fallu 2 heures pour trouver la première irrégularité. Il m'a fallu 2 semaines pour comprendre l'ampleur de ce que je regardais. Richard Leroy ne dirigeait pas seulement une agence de marketing. Il dirigeait une opération de blanchiment d'argent. Et ma femme était en plein milieu. J'aurais dû le signaler immédiatement. C'est ce que le protocole exigeait. J'étais un enquêteur fédéral ayant découvert de potentiels crimes financiers. La procédure correcte était de tout documenter, de transmettre à mes supérieurs à Bercy et de laisser le système suivre son cours. Mais il y avait un problème. Richard Leroy avait des relations,
des relations sérieuses. Sa liste de clients comprenait des gens ayant le pouvoir de faire disparaître des enquêtes, de faire muter des agents gênants, d'enterrer des preuves, de s'assurer que certains n'en apparaissent jamais dans certains rapports. J'avais déjà vu ça arriver. De bons dossiers, des preuves solides, des témoins prêts à témoigner, tout cela s'évaporant parce que quelqu'un avait passé un coup de fil à quelqu'un d'autre qui lui devait une faveur. Si je faisais un signalement par les voies normales, il y avait une chance très réelle que Richard l'apprenne. Et si Richard l'apprenait, les preuves disparaîtraient. Pire, ma fille vivait dans une maison avec un homme dirigeant une entreprise criminelle. Si je bougeais trop vite, si je l'effrayais, Emma pourrait être prise entre deux feux. Alors, j'ai pris une décision qui allait me coûter tout ce que j'avais et finalement tout me rendre. Je suis allé voir la seule personne en qui j'avais confiance. Absolument. Henri Chen, mon mentor à Tracfin, 63 ans, à 3 ans de la retraite, est l'homme le plus incorruptible que j'ai jamais connu. Nous nous sommes rencontrés dans un bistrot à Boulogne-Billancourt, le genre d'endroit où personne ne regardait deux fois deux hommes en costume ayant une conversation tranquille. « Tu es sûr de toi ?» demanda Henri après que j'ai tout exposé. J'ai tracé 43 millions d'euros via Prestige Communication rien qu'au cours des 18 derniers mois. Sociétés écrans au Luxembourg, comptes offshore en Suisse, faux frais de consultation versés à des entités qui n'existent pas. Et ce n'est que ce que j'ai pu trouver avec un accès limité. Et ta femme ? Je remuai mon café. Elle a signé des factures, autorisé des paiements. Sait-elle ce qu'elle fait vraiment ? Je secouai la tête. Je ne sais pas. Peut-être qu'elle le sait. Peut-être qu'elle s'est convaincue que c'est juste de la comptabilité créative. Ou peut-être qu'elle sait exactement ce qu'elle fait et qu'elle s'en fiche. Je ne répondis pas. Je ne voulais pas penser à cette possibilité. Henri resta silencieux un long moment. Puis il dit la chose que j'avais peur qu'il dise. Tu dois prendre du recul, Vince. Tu es trop proche de ça. Conflit d'intérêts ne commence même pas à décrire la situation. Je sais. Si quelqu'un découvre que tu enquêtes sur l'employeur de ta propre femme. Je sais, Henri. Tu pourrais perdre ton travail, ton habilitation, tout. Je sais. Je levai les yeux vers lui. C'est pourquoi je te demande ton aide. Pas en tant que superviseur, mais en tant qu'ami. Henri m'étudia longuement. Je pouvais le voir peser les options, calculer les risques. Finalement, il hocha la tête. De quoi as-tu besoin ? J'ai besoin de disparaître de Tracfin discrètement. Une raison qui ne lève aucun drapeau rouge. Tu veux travailler sous couverture ? En quelque sorte, mais pas officiellement. Je veux démissionner, partir, faire comme si le divorce m'avait détruit, comme si je ne pouvais pas gérer le stress. Vince, si je suis toujours enquêteur, les gens de Richard me surveilleront. Ils surveillent les employés du gouvernement. J'ai vu les dossiers. Mais si je suis juste un autre fonctionnaire épuisé dont la femme l'a quitté pour un type riche, personne ne prête attention aux perdants. Et pendant que tu joues aux perdants, je continue de creuser discrètement, officieusement, en montant un dossier si béton, si complet, qu'au moment où je le présenterai, personne ne pourra le faire disparaître. Henri secoua lentement la tête. Tu parles d'années, Vince. Des années à faire semblant d'être ce que tu n'es pas. Des années à regarder ta femme et ta fille vivre avec l'homme que tu essaies de détruire. Je sais de quoi je parle. Et si Jessica obtient la garde complète, si tu perds totalement l'accès à Emma? Ma mâchoire se serra. Alors je perds l'accès temporairement. Mais quand ce sera fini, quand Richard Leroy sera en prison et que Jessica fera face à des accusations, je la récupérerai pour de bon. Tu joues tout là-dessus. Non, dis-je. Je joue tout sur la vérité. La vérité finit toujours par sortir, Henri. Tu m'as appris ça. Parfois, elle a juste besoin d'un peu d'aide. 2 semaines plus tard, j'ai remis ma démission à Tracfin, invoquant des raisons personnelles liées à mon divorce en cours. 3 mois après ça, je travaillais au garage Uber, gagnant 15,50 € de l'heure, vivant dans un appartement d'une chambre qui sentait le moisi. L'enquête avait commencé. J'ai passé les 2 ans et demi suivants à construire mon dossier dans l'ombre. Le jour, je réparais des voitures plaquettes de frein, vidange et réparation de transmission.
Mes collègues pensaient que j'étais juste un autre type d'âge moyen qui avait touché le fond après l'effondrement de son mariage. Ils me tapaient sur l'épaule après le travail, me payaient des bières, me disaient que ça irait mieux. La nuit, je devenais quelqu'un de complètement différent. J'avais installé un espace de travail sécurisé dans mon appartement. Disque chiffré, connexion VPN, téléphone jetable, tout était cloisonné, rien n'était traçable. Henri me fournissait des informations quand il le pouvait, mais je travaillais surtout seul, suivant l'argent fil par fil. L'opération de Richard Leroy était plus grande que ce que j'avais initialement réalisé. Prestige Communication n'était que la partie émergée de l'iceberg. En dessous se trouvait un réseau de sociétés écrans couvrant 12 pays, déplaçant de l'argent pour des clients qui ne pouvaient pas se permettre d'avoir leurs noms attachés à certaines transactions. Des cartels de la drogue au Mexique, des marchands d'armes en Europe de l'Est, des politiciens corrompus sur 3 continents. Et au centre de tout cela, tirant les ficelles, il y avait Richard Leroy, un homme qui avait convaincu le monde qu'il n'était qu'un cadre marketing prospère avec un goût pour le vin cher. Le rôle de Jessica devint plus clair à mesure que je creusais. Elle n'était pas juste une participante involontaire. Elle gérait activement les flux financiers, créait de fausses factures, coordonnait avec les banques offshore. Si elle avait commencé comme une dupe innocente ou si elle avait su dès le début, je ne pouvais le dire. Mais au moment où j'ai eu assez de preuves, elle était trop impliquée pour plaider l'ignorance. Le plus dur n'était pas l'enquête. Le plus dur, c'était Emma. L'accord de garde me donnait les week-ends, 2 jours toutes les 2 semaines. Jessica contestait même cela, arguant que mon mode de vie instable faisait de moi une influence inappropriée. Il travaille dans un garage automobile, l'ai-je entendu dire au médiateur. Il vit dans un studio. Quel genre d'exemple est-ce pour notre fille? Je n'ai pas riposté. Je ne pouvais pas me permettre d'avoir l'air d'avoir des ressources, d'avoir quoi que ce soit valant la peine d'être protégé. Alors, j'ai pris ce que je pouvais avoir et j'ai fait compter chaque minute. Emma était confuse au début. Elle ne comprenait pas pourquoi papa avait quitté son travail important, pourquoi il vivait dans un petit appartement maintenant, pourquoi il ne pouvait pas lui acheter les choses que maman et Richard pouvaient. « Tu es pauvre maintenant, papa ?» m'a-t-elle demandé une fois pendant l'un de nos week-ends. « J'ai tout ce dont j'ai besoin, lui ai-je dit. »« Je tais-toi. Richard dit que tu as abandonné. Il dit que tu ne pouvais pas supporter la pression. Il m'a fallu tout ce que j'avais pour ne pas réagir. Les gens disent beaucoup de choses, ma chérie. Ce qui compte, c'est ce qui est vrai. Qu'est-ce qui est vrai? Je l'ai serré dans mes bras. Que je t'aime plus que tout au monde. Et qu'un jour tu comprendras pourquoi papa a fait les choix qu'il a fait. Elle ne comprenait pas à ce moment-là, mais elle le ferait. Début 2024, j'avais tout ce qu'il me fallait. 12 sociétés écrans, 116 millions d'euros de transactions illégales documentées, des relevés bancaires, des emails, des conversations enregistrées, une toile de preuves si complète que même les avocats coûteux de Richard Leroy ne pourraient pas s'en sortir par des pirouettes. Mais j'avais un problème. Le timing. Si j'apportais cela aux autorités maintenant, Jessica serait arrêtée immédiatement, ce qui signifiait qu'Emma serait placée en garde temporaire, soit chez les parents de Jessica, qui me méprisaient, soit à l'aide sociale à l'enfance. Je ne pouvais pas laisser cela arriver. Je devais contrôler le moment de l'impact. Puis Jessica m'a offert l'opportunité parfaite. Le divorce avait été finalisé 1 an plus tôt, mais elle n'avait jamais cessé d'essayer de me pressurer. Modification de la pension alimentaire, ajustement de la garde, harcèlement juridique sans fin conçu pour me rappeler ma place. En février 2024, elle a déposé une requête pour réduire mes droits de visite à 1 fois par mois, sous surveillance uniquement, citant mon incapacité à maintenir un niveau de vie approprié. Sa vraie raison? Richard s'impatientait. Il voulait adopter Emma, et ma présence était un inconvénient. Nous devons répondre à ça, m'a dit Michel Santos quand la requête est arrivée. Il sortait tout juste de l'école de droit, assigné à mon dossier parce que j'étais éligible à l'aide juridictionnelle. Un bon gamin, sérieux. Complètement dépassé. Ne réponds pas, dis-je. Quoi? Vince, si on ne répond pas, elle gagne par défaut. Tu pourrais perdre ta fille entièrement. Laisse-la croire qu'elle gagne. Laisse-la demander une audience pour la garde complète. Pourquoi voudrais-tu ça? Je l'ai regardé.
Parce que j'ai besoin qu'elle soit dans une salle d'audience à une date précise devant un juge précis. Michel me fixa. Qu'est-ce que tu ne me dis pas? Beaucoup de choses. Mais j'ai besoin que tu me fasses confiance. Te faire confiance? Vince, je suis ton avocat. Tu es censé tout me dire. Pas cette fois. Je posai une main sur son épaule. Quand ce sera fini, je t'expliquerai. Mais pour l'instant, j'ai besoin que tu fasses exactement ce que je dis. Laisse-la avoir son audience. Laisse-la croire qu'elle a gagné. Et quand nous entrerons dans ce tribunal, ne dis pas un mot à moins que je ne te le dise. C'est de la folie. Probablement. Tu vas le faire? Michel me regarda un long moment. Quoi qu'il ait vu sur mon visage, cela a dû le convaincre car il a finalement hoché la tête. D'accord. Mais si ça t'explose au visage, je dirais, je te l'avais bien dit. C'est de bonne guerre. L'audience était prévue pour le 17 juin. J'avais 4 mois pour mettre les dernières pièces en place. La première pièce était Henri Chen. Il avait pris sa retraite de Tracfin 6 mois plus tôt, mais ses contacts restaient intacts. Plus important encore, il avait des relations avec des gens de la police judiciaire et du ministère de la Justice en qui on pouvait avoir confiance, des gens qui ne préviendraient pas Richard Leroy. C'est prêt? Demanda Henri quand je le rencontrai à notre bistrot habituel. Je glissai un disque dur sur la table. Tout y est. 3 ans d'enquête. Chaque transaction, chaque société écran, chaque nom. Henri prit le disque, le retournant dans ses mains. Tu sais, une fois que je remets ça, il n'y a pas de retour en arrière. Ils vont agir vite. Je sais. Jessica pourrait prendre cher. Des années. Je sais ça aussi. Et tu es d'accord avec ça? C'est la mère d'Emma. Je pensais à ma fille, à la vie qu'elle vivait, entourée de luxe, achetée avec de l'argent sale, élevée par une femme qui avait choisi la richesse plutôt que l'intégrité. Emma mérite de connaître la vérité, dis-je. Sur sa mère, sur Richard, sur tout ça. Elle mérite la chance de grandir sans mensonge. Henri hocha lentement la tête. Quand veux-tu qu'il bouge? Le 17 juin, il y a une audience de garde prévue. Je veux que Jessica soit arrêtée dans la salle d'audience. C'est théâtral. C'est la justice. Henri sourit, une expression rare chez lui. Tu as toujours eu le sens du dramatique. La deuxième pièce était la juge Patricia Véron. J'avais fait des recherches sur chaque juge aux affaires familiales du district. La plupart d'entre eux étaient compromis d'une manière ou d'une autre. Contribution de campagne de cabinet d'avocats, liens sociaux avec de riches donateurs. Mais Véron était différente. Son frère avait été tué par un conducteur ivre il y a 20 ans. Le conducteur était un gestionnaire de fonds spéculatifs qui avait engagé des avocats coûteux et s'en était tiré avec du sursis. Véron avait consacré sa carrière à s'assurer que l'argent ne pouvait pas acheter la justice dans son tribunal. Plus important encore, elle avait été procureure de la République avant de devenir juge. Elle avait encore des contacts au ministère de la Justice. Elle reconnaîtrait la signification de mon nom au moment où je le prononcerais. La troisième pièce était le timing. La police judiciaire accepta d'exécuter le mandat d'arrêt à exactement 10h45 le 17 juin, 15 minutes après le début de l'audience. Assez longtemps pour que Jessica et son avocat établissent leur arrogance au dossier. Assez court pour qu'il n'ait pas le temps de sentir le piège se refermer. Tout était en place. Tout ce que j'avais à faire était d'entrer dans ce tribunal avec ma chemise Carrefour et de les laisser me sous-estimer une dernière fois. Le matin du 17 juin, je me suis réveillé à 5 heures. Je ne pouvais pas dormir de toute façon. Je me suis douché, rasé et j'ai mis les vêtements les moins chers que je possédais. La chemise bleue de chez Carrefour. Un pantalon kaki que j'avais acheté dans une friperie. Des chaussures éraflées qui avaient connu des jours meilleurs. Je me suis regardé dans le miroir. Pendant 3 ans, j'avais joué ce rôle. L'homme brisé, le raté, l'ex-mari qui ne pouvait pas rivaliser avec le petit ami milliardaire de sa femme. Aujourd'hui, la performance prenait fin. Mon téléphone vibra. Un texto d'Henri. Équipe en position. Feu vert confirmé. Bonne chance. Je pris une profonde inspiration et franchis la porte. Il était temps de reprendre ma fille.
Le chaos dans la salle 4B dura environ 7 minutes. Jessica hurla tout le temps qu'il la menottait. Elle me hurla dessus, hurla sur l'officier, hurla sur Grégoire Harel de faire quelque chose. Harel essaya, objectant, exigeant des explications, menaçant de procès, mais les mandats d'arrêt se fichent des heures facturables. Quand ils la traînèrent finalement dehors, le tribunal tomba dans le silence. La juge Véron retira ses lunettes et me regarda. Monsieur Dubois, ou devrais-je dire ancien enquêteur spécial Dubois. Vin suffira, Madame la Présidente. Elle m'étudia un long moment. J'ai examiné le dossier de synthèse que la police judiciaire a fourni ce matin. Je dois dire qu'en 23 ans sur le banc, je n'ai jamais rien vu de tel. Je m'excuse pour la perturbation de votre audience. Ne vous excusez pas. Une pointe de quelque chose, peut-être de l'admiration, traversa son visage. L'avocat de votre ex-femme a passé la dernière heure à me dire que vous étiez un père inapte parce que vous travaillez dans un atelier de réparation automobile. Pendant ce temps, vous meniez une enquête sous couverture de 3 ans qui vient de faire tomber l'une des plus grandes opérations de blanchiment d'argent de la côte. Harel, toujours debout à la table des plaignants, était devenu pâle. Madame la Présidente, je n'avais aucune connaissance de ma cliente. Gardez ça pour plus tard, maître. Vous allez avoir de plus gros problèmes que cette affaire de garde une fois que la police commencera à s'intéresser à la représentation légale de Prestige Communication. Harel s'assit lourdement. La juge Véron se tourna de nouveau vers moi. Compte tenu des circonstances, je suspends tous les arrangements de garde en attendant un réexamen complet. Cependant, sur la base des preuves présentées aujourd'hui et de l'inaptitude évidente de la situation de vie actuelle de la mère, je vous accorde la garde temporaire d'urgence de votre fille, avec effet immédiat. Je fermai les yeux. 3 ans, 1027 jours à jouer à l'imbécile. Et maintenant, enfin, Emma rentrait à la maison. Monsieur Dubois. J'ouvris les yeux. Oui, Madame la Présidente. Allez chercher votre fille et la prochaine fois que vous viendrez dans mon tribunal. Elle sourit presque. Portez ce que vous voulez. L'école n'était qu'à 15 minutes. Je conduisis en silence, mes mains stables sur le volant. L'adrénaline retombait, remplacée par quelque chose de plus calme, pas du triomphe. Cela ne ressemblait pas à une victoire. C'était comme poser enfin un poids que je portais depuis si longtemps que j'avais oublié ce que c'était que de se tenir droit. L'école internationale de Saint-Cloud était tout ce que Jessica avait voulu pour Emma. Des bâtiments en pierre, des pelouses manucurées, des élèves en uniforme repassés marchant entre les cours, un monument à 35 000 € par an dédié à la croyance que l'argent pouvait acheter un meilleur avenir à vos enfants. Je me garai sur le parking visiteur, ma Honda Civic de 12 ans d'âge paraissant distinctement déplacée parmi les BMW et les Range Rover, et je marchai vers le bureau administratif. Je suis là pour récupérer Emma Dubois, dis-je à la réceptionniste. J'ai une ordonnance du tribunal pour une garde d'urgence. 20 minutes plus tard, après des appels au tribunal et la vérification des papiers, Emma apparut dans l'encadrement de la porte de la salle d'attente. Elle avait l'air confuse, effrayée. Elle portait son uniforme scolaire, jupe écossaise, chemisier blanc, l'écusson de l'école internationale brodé sur son blazer. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» Ils m'ont sorti de cours. Je me levai. « Salut, ma chérie. Où est maman ? Elle est censée venir me chercher aujourd'hui. » Je marchai vers elle et m'agenouillai pour être à sa hauteur, car elle avait 11 ans maintenant, presque 12, plus une petite fille, mais pas encore une adolescente. Assez âgée pour sentir que quelque chose n'allait vraiment pas. « Emma, je dois te dire quelque chose, et j'ai besoin que tu sois courageuse. » Ses yeux s'agrandirent. « Est-ce que maman va bien ? Est-ce qu'elle est blessée ? » Elle n'est pas blessée, mais elle a des ennuis. Des ennuis avec la justice. Elle a fait des choses qui étaient mal et maintenant elle doit en répondre. Quel genre de choses ? Je pris ses mains dans les miennes. Tu te souviens quand tu m'as demandé pourquoi j'avais arrêté de travailler à mon ancien boulot ? Pourquoi j'avais commencé à réparer des voitures à la place ? Elle hocha lentement la tête. J'ai arrêté parce que j'ai découvert que certaines personnes, des gens proches de nous, faisaient de mauvaises choses, blessaient des gens, enfreignaient la loi. Je fis une pause. Ta maman les aidait, Emma. Je ne sais pas si elle comprenait à quel point c'était grave au début, mais elle en faisait partie. Le visage d'Emma se chiffonna.
Non, non, maman ne ferait pas ça. Ce n'est pas une criminelle. C'est ma maman. Je sais, et elle t'aime toujours. Ça n'a pas changé. Alors pourquoi? Les larmes coulaient sur ses joues maintenant. Pourquoi tu as dû la dénoncer? Pourquoi tu ne pouvais pas juste laisser tomber? Je la serrai dans mes bras. Elle résista d'abord, son corps rigide de colère et de confusion. Mais ensuite elle s'effondra contre moi, sanglotant. Parce que la vérité compte, ma chérie, même quand elle fait mal, même quand c'est plus facile de détourner le regard. Je caressai ses cheveux. Ta maman a fait des choix, de mauvais choix, et ces choix ont des conséquences. Mais ça ne veut pas dire que tu as fait quelque chose de mal. Ça ne veut pas dire que qui que ce soit t'a arrêté de t'aimer. Je veux la voir. Tu la verras. Je te le promets. Mais pour l'instant, tu viens à la maison avec moi. Elle se recula et me regarda. Ses yeux étaient rouges, son visage taché de larmes. Ton appartement est trop petit. Malgré tout, je faillis rire. Ouais, c'est vrai. On trouvera une solution. Je ne veux pas quitter mon école. On parlera de ça aussi. Je ne veux rien de tout ça. Je sais, bébé. Moi non plus. Je me levai et lui pris la main. Elle ne la retira pas. Papa? Ouais. Est-ce que tu as vraiment travaillé dans un garage tout ce temps juste pour attraper maman? Je pensais à toutes ces nuits dans mon appartement exigu, épluchant des documents financiers pendant que mes voisins passaient de la musique à travers les murs fins. Toutes ces journées sous des capots de voiture, de la graisse sur les mains, à faire semblant d'être quelqu'un que je n'étais pas. Pas juste pour l'attraper, dis-je, pour te protéger, pour m'assurer que quand la vérité éclaterait, tu aurais un endroit sur où atterrir. Emma resta silencieuse un moment. C'est plutôt badass, dit-elle finalement. Je ris. Un vrai rire. Le premier depuis plus longtemps que je ne pouvais me souvenir. Ne dis pas badass. Tu viens de le dire. Je suis un adulte. Elle serra ma main. Peu importe, papa. Nous sortîmes ensemble de l'école internationale, passant devant les bâtiments en pierre et les pelouses manucurées, devant les BMW et les Range Rover. Ma Honda Civic attendait sur le parking visiteur, paraissant tout aussi déplacée qu'à mon arrivée. Emma la regarda, puis me regarda. On va vraiment prendre une meilleure voiture, pas vrai? Un jour. Promis. J'ouvris la portière passager pour elle. Je le promets. Elle grimpa et je contournai pour aller côté conducteur. En démarrant le moteur, je jetai un coup d'œil au panneau de l'école dans mon rétroviseur. Je pensais à Jessica assise dans une cellule de garde à vue attendant d'être traitée. Je pensais à Richard Leroy, dont l'arrestation avait eu lieu simultanément à son bureau du centre-ville. Je pensais à Grégoire Harel, qui était probablement déjà au téléphone avec son propre avocat. Et je pensais aux 3 dernières années, chaque sacrifice, chaque humiliation, chaque moment de doute. Tout cela avait mené ici, à ce moment, à ma fille sur le siège passager, à la vérité enfin au grand jour, au début de quelque chose de nouveau. Papa. Ouais. On peut aller au McDonald's? Je meurs de faim. Je souris. Ouais, ma chérie. On peut aller au McDonald's. Les procès durèrent 18 mois. Richard Leroy passa en premier. Les preuves étaient accablantes. 116 millions d'euros de transactions illégales documentées, des témoignages de collaborateurs repentis, une trace écrite que même son équipe d'avocats de la défense ne put expliquer. Il fut reconnu coupable de 34 chefs d'accusation de blanchiment d'argent, fraude électronique et association de malfaiteurs. Le juge le condamna à 23 ans de prison. J'étais dans la salle quand le verdict tomba. Richard me regarda alors qu'il l'emmenait menotter. Il n'y avait plus aucune arrogance sur son visage, juste l'expression vide d'un homme qui avait finalement épuisé toutes ses cartes. Je ne dis rien. Je n'en avais pas besoin. Le procès de Jessica fut plus dur à regarder. Les procureurs lui ont proposé un accord, témoigner contre Richard et plaider coupable de chef d'accusation réduit. Elle refusa d'abord, convaincue que les avocats de Richard allaient d'une manière ou d'une autre les tirer d'affaire tous les deux, que ces relations les sauveraient. Ce ne fut pas le cas. Quand elle accepta finalement l'accord, il était trop tard pour les meilleures conditions.
Elle fut reconnue coupable d'association de malfaiteurs en vue de commettre une escroquerie, vol de fonds publics et entrave à la justice. Le juge lui donna 7 ans. Emma pleura quand je le lui annonçai. Pas les larmes de colère de ce premier jour à l'école, mais quelque chose de plus calme, de plus triste. Les larmes d'une enfant qui comprenait enfin que sa mère n'était pas celle qu'elle avait prétendu être. Est-ce que je peux lui rendre visite? Bien sûr. Aussi souvent que tu veux. Est-ce qu'elle va me détester parce que je vis avec toi? Je la serrai contre moi. Ta mère t'aime, Emma. Quelles que soient les erreurs qu'elle a commises, ça n'a jamais été un mensonge. Et elle sait que ce n'était pas ta faute. Rien de tout ça ne l'était. J'ai l'impression que si. Je sais. Mais les impressions ne sont pas toujours vraies. Elle rendait visite à Jessica une fois par mois. Je la conduisais à l'établissement pénitentiaire, j'attendais sur le parking et je la ramenais. Je n'ai jamais demandé de quoi elle parlait, c'était entre elles. Lentement, douloureusement, nous avons reconstruit nos vies. J'ai quitté le garage Hubert. Franck Hubert a vraiment pleuré quand je lui ai dit que je partais. Le meilleur mécano que j'ai jamais eu, a-t-il dit. Même si tu étais une sorte d'agent secret du gouvernement tout ce temps. Juste un enquêteur, dis-je. Et je ne mentais pas sur le fait d'aimer le travail. Il y a quelque chose d'honnête à réparer des choses avec ses mains. Si jamais tu veux revenir, le pont est toujours libre. Je lui serrai la main. J'apprécie, Franck. Plus que tu ne le sais. On m'a offert mon ancien poste à Tracfin. Mieux en fait, un rôle de supervision avec une augmentation significative. L'agence était heureuse de me ravoir, surtout après que l'affaire Leroy a fait les gros titres nationaux. J'ai refusé. 3 ans de travail sous couverture m'avaient changé. Je ne voulais plus passer ma vie dans un bureau, à courir après des traces écrites et à remplir des rapports. Je voulais quelque chose de différent. J'ai utilisé le rappel de salaire que j'avais accumulé pendant ma démission et il s'est avéré qu'Henri avait discrètement arrangé pour que mon salaire continue, canalisé via un fonds discrétionnaire pour acheter une petite maison dans un quartier calme, 3 chambres, un jardin. Un garage où je pouvais encore bricoler des voitures le week-end. Rien de chic, juste assez. Emma a été transférée dans une école publique à la rentrée. Elle s'est plainte au début. L'école internationale était tout ce qu'elle avait connu. Mais en un mois, elle s'était fait des amis, avait rejoint l'équipe de foot et commençait à parler de combien tout semblait réel. Réel? Lui ai-je demandé un soir au dîner. À l'école, tout le monde faisait semblant tout le temps. Semblant d'être riche, semblant d'être heureux, semblant de s'aimer. Elle haussa les épaules. Ici, les gens sont juste des gens. C'est mieux? Ouais, je crois que oui. J'ai commencé à faire du consulting pour les forces de l'ordre, la police judiciaire, le ministère de la Justice, occasionnellement Tracfin, enquête sur les crimes financiers, programme de formation pour les nouveaux agents, témoignages d'experts dans les grandes affaires. Le travail était flexible, bien payé et me permettait d'être à la maison tous les soirs pour le dîner. Henri Chen est venu nous rendre visite une fois environ 1 an après que tout soit fini. Nous nous sommes assis sous le porche arrière en buvant une bière et en regardant Emma taper dans un ballon de foot dans le jardin. Tu as fait quelque chose de remarquable, dit Henri. 3 ans. La plupart des gens auraient craqué. La plupart des gens n'ont pas une fille à protéger. Ce n'est pas la seule raison. Tu aurais pu tout signaler au moment où tu l'as découvert, prendre la victoire rapide, mais tu savais que ce ne serait pas suffisant. Richard avait trop de relations. L'affaire aurait disparu. Peut-être. Ou peut-être que tu voulais juste t'assurer qu'il n'y avait aucune échappatoire. Henri sourit. Tu as toujours été minutieux. Trop minutieux selon mon ex-femme. Comment va Jessica? Je regardais et m'a marqué un but imaginaire contre un gardien imaginaire. Elle survit. Elle a commencé à prendre des cours. De comptabilité, figure-toi. Elle dit qu'elle veut comprendre ce qu'elle faisait réellement toutes ces années. Tu la crois? Je crois qu'elle veut être meilleure. Quant à savoir si elle changera vraiment. Je haussai les épaules. Ce n'est pas à moi d'en décider. Et Emma, comment elle gère tout ça? Elle est résiliente, plus forte que ce à quoi je m'attendais. Je marquai une pause. Elle m'a demandé la semaine dernière si je pensais que sa mère était une mauvaise personne.
Qu'est-ce que tu as répondu? J'ai dit que sa mère était une personne qui avait fait de mauvais choix, qu'il y a une différence, et que les gens peuvent changer s'ils le veulent vraiment. Tu crois ça? Je pensais à Jessica, à la femme que j'avais épousée, à la femme que j'avais découverte dans notre chambre avec un autre homme, à la femme que j'avais vue se faire traîner hors d'un tribunal menotté. Je crois aux secondes chances, dis-je finalement. Je crois que la pire chose qu'on ait faite ne doit pas forcément être la dernière chose qu'on fasse. Mais je crois aussi que le pardon doit se mériter, et certaines choses prennent beaucoup de temps à être regagnées. Henri hocha lentement la tête. C'est une bonne réponse. C'est la seule que j'ai. Emma arriva en courant, en sueur et souriante. Papa, tu as vu ce but? Je l'ai vu. Je l'ai mise comme Zidane. C'est qui Zidane? Je regardais Henri. Je suis officiellement vieux. Bienvenue au club. Plus tard cette nuit-là, après le départ d'Henri et qu'Emma se fut endormie, je m'assis seul dans mon salon. La maison était calme. Le genre de calme que je redoutais dans mon studio, mais qui semblait maintenant paisible. Sur la table basse trônait une photo encadrée, la seule que j'avais gardée de mon ancienne vie. Emma, à 3 ans, riant de quelque chose hors champ. Tout son visage illuminé de joie. Cette petite fille n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Aucune idée que le mariage de ses parents imploserait, que sa mère irait en prison, que son père passerait 3 ans à faire semblant d'être un raté juste pour la protéger. Mais elle avait survécu. Nous avions survécu tous les deux. Je pensais à Grégoire Harel riant de ma chemise Carrefour. Je pensais au visage de la juge Véron quand elle avait entendu mon nom. Je pensais à Jessica hurlant alors qu'il la traînait hors du tribunal. Et je pensais à la leçon que tout cela m'avait enseignée. Les gens vous sous-estimeront. Ils regarderont vos vêtements, votre travail, votre compte en banque et penseront connaître votre valeur. Ils riront de vous, vous rejetteront, vous considéreront comme rien. Laissez-les faire. Parce que la vérité se fiche des apparences. La vérité se fiche des costumes de créateurs, des avocats coûteux ou de combien d'argent vous avez à la banque. La vérité attend juste, patiente comme la pierre, jusqu'à ce que le moment vienne de se révéler. Et quand ce moment vient, tout change. Parfois, Emma me demande si je regrette. 3 ans de ma vie passée à faire semblant d'être brisée, 3 ans de vidange et de frein et de vie dans un studio pendant que mon ex-femme organisait des dîners dans le manoir d'un milliardaire. Je lui dis la même chose à chaque fois. Je le referai sans hésiter, pas pour la vengeance. La vengeance est creuse. Elle vous remplit un instant et vous laisse plus vide qu'avant. Je l'ai fait pour la vérité. Je l'ai fait parce que certaines choses sont plus importantes que le confort, plus importantes que la fierté, plus importantes que ce que les autres pensent de vous. Je l'ai fait parce que ma fille méritait de grandir en sachant que son père ne cesserait jamais de se battre pour elle, peu importe ce que cela coûtait, peu importe le temps que cela prendrait. Alors, voici ma question pour vous. Que sacrifieriez-vous pour protéger les gens que vous aimez? Jusqu'où iriez-vous pour vous assurer que la vérité éclate? Je suis allé dans un tribunal avec une chemise à 12 € et je les ai laissés rire de moi. J'ai passé 3 ans en tant que personne, attendant le moment parfait pour tout révéler. Et si je devais tout recommencer, je porterais la même chemise. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux. Et si vous connaissez quelqu'un qui a été sous-estimé, qui a été mis de côté, à qui on a dit qu'il n'était pas assez bien, partagez ceci avec lui. Parfois, les gens qui ont l'air de n'avoir rien sont ceux qui ont toutes les cartes en main.